Avec moi pour commenter ce qui agite la tech, nous avons Alain Staron et son regard disrupteur. Alors voilà, c'est plus une disruption chez Facebook, c'est une tourmente, un ouragan, une tempête. On va commencer par là. Je ne sais même pas combien d'actualités touchent Facebook, mais ce ne sont que des mauvaises nouvelles en ce moment. Il y a évidemment cette panne géante qu'on a décryptée en début de semaine dans Smart Tech, qui a touché donc l'ensemble de la galaxie Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook et sa messagerie Messenger n'ont plus répondu pendant 6 heures. Alors oui, on m'a dit, ce n'est que Facebook, c'est un endroit où on discute, c'est pas très grave. Ah mais si, mais c'est quand même pas anodin quand une plateforme met autant de temps d'ailleurs pour réparer, même s'il s'agit d'un bug ou d'une panne. Oui, alors ça, j'aurais pas voulu être à la place des ingénieurs qui étaient sur le coup pour essayer de réparer, parce que je pense que la pression était maximale. Journée cauchemar. Oui. Non, mais la communication, c'est les échanges, c'est à la base du travail même. On peut avoir tous les outils qu'on veut pour travailler. À un moment, on est obligé d'échanger avec nos collègues, avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et WhatsApp est devenu un des médias favoris. Bon, la bonne nouvelle, c'est que WhatsApp marche plus. On se met sur Signal, on se met sur TikTok, on se met voilà. Donc, je suis pas inquiet sur le fait que l'humanité entre guillemets sera résiliente à une éventuelle disparition de Facebook. Non, mais effectivement, vu du point de vue de Facebook, la tourmente est quand même majeure. Vous savez que donc le juge de la FTC va répondre le 17 novembre aux arguments présentés par Facebook pour dire tout va très bien, Madame la Marquise. C'est normal que j'ai WhatsApp, c'est normal que j'ai Messenger, c'est normal que j'achète plein de boîtes et que si elles me plaisent pas, je les tue. C'est ça qu'on reproche à Facebook en particulier, et que je gère 3 milliards d'échanges, des échanges avec 3 milliards d'individus sur la planète. Bien. Alors oui, parce qu'au moment de la panne, il y a un tweet intéressant d'Edward Snowden qui a dit « Ah bah là, on peut peut-être se rendre compte de l'importance d'un démantèlement de Facebook, parce que peut-être que si ça avait été des services séparés, on n'aurait pas eu toutes ces pannes en même temps. » Oui, c'est tout à fait. C'est un petit trait d'humour de la part d'Edward Snowden, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui aussi cette crise que vit Facebook sur un risque de démantèlement. Oui, mais ça, j'allais dire, c'est business as usual. On a démantelé les Bell Labs, on sépare le rail et le train dans la SNCF. Enfin, les grands monopoles sont amenés à être démantelés pour l'intérêt du public, des clients. Donc, ça va arriver. Autre crise, c'est quand même une crise de réputation. Voilà. Que vit Facebook, qui peut être peut-être une crise encore plus majeure. Finalement, veut-on encore des services de Facebook ? Et voilà. En fait, à mon avis, Facebook, en l'occurrence, fait très bien son job. Et le problème, c'est pas le problème de Facebook, c'est le problème des réseaux sociaux. On en a déjà parlé. Mais qu'est-ce que fait un réseau social ? Il veut maximiser l'affinité, il veut maximiser le temps que les gens passent sur. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Sur un réseau social, on n'a pas des journalistes qui présentent une information. Tout le monde est journaliste. Et donc, vous avez 3 milliards de contributeurs. Donc, que font les algorithmes ? Eh bien, maximisent les contenus qui vous plaisent. Alors, on avait un réseau social un peu différent juste avant votre arrivée à l'instant, puisqu'on était avec LinkedIn, qui travaille son fil d'actualité, justement, qui produit des contenus. Je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je vous recommande de vous connecter avec des gens que vous connaissez ». Autrement dit, l'entre-soi. Le grand problème, quand vous étiez, je parle d'un temps que les jeunes ne connaissent pas, avec peu de chaînes de télévision, vous étiez contraint de regarder des choses qui forcément ne vous plaisaient pas forcément. Maintenant que vous avez un choix infini, vous n'êtes que sur les sujets qui vous cet enfermement dans une bulle d'information. Qui vous renforcent dans vos convictions. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous clivez. Et vous clivez plus que jamais. Faut pas chercher ailleurs, je pense, le délitement de la société. C'est-à-dire que quand vous êtes entre vous, les arguments opposés, vous les écoutez pas, et vous vous confortez et avec des gens qui pensent comme vous. Et ce qu'on constate, et c'est vrai aussi pour YouTube, plus les contenus sont manipulateurs, sont provocants, sont choquants, sont dénués de toute objectivité, plus ils sont simples, et plus ils sont vus, et plus ils sont regardés. Autrement dit, les gens se renforcent dans des croyances qui ne sont plus objectives, qui ne sont plus rationnelles. On verra comment vont évoluer les choses. On en reparlera de cette crise que traverse Facebook en ce moment. On va continuer avec une autre actualité, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout traiter. Alors. Oui, mais juste un dernier mot quand même. Sur les réseaux sociaux, moi, si je peux me permettre une petite suggestion, à tous les réseaux sociaux de la Terre, et à LinkedIn y compris, réservez un zeste de folie dans un océan de confort. Je voulais faire ça il y a 25 ans quand j'étais confronté au déchaînement de tous les programmes. C'était les tout débuts d'Internet. Et
L'océan de confort, c'est vous avez que des gens qui pensent comme vous. Le zeste de folie, c'est ce qui vous ouvre, ce qui permet de rester créatif, ce qui permet de garder votre libre arbitre, ce qui vous permet de continuer à réfléchir. Voilà. Et ça concerne tous les réseaux sociaux. Alors, autre actu qu'on va commenter ensemble, c'est Orange qui a racheté les parts de Groupama avec Orange Bank. Groupama, c'était quand même son partenaire historique. Bon, alors ça se mariait pas très bien visiblement tous les deux. Et Orange se retrouve à continuer tout seul son expérimentation Orange Bank. Je dis expérimentation parce que non, alors ça fait 4 ans, d'accord, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait vraiment fait ses preuves ou atteint ses objectifs. Non, 1,5 million de clients quand même, 1,4 million en France. Ouais. Donc c'est quand même pas négligeable. Après, quand on regarde dans le détail... Des pertes quand même assez colossales. Oui, il faut travailler un peu pour... mais ils sont sur le coup, hein. Ils vont assainir le business. Après, ça pose la question des néobanques, et d'Orange et des néobanques. Les néobanques, elles viennent de nulle part. Hein, les deux grands, hein, N26 et Revolut, qui a migré d'Angleterre en Lituanie, elles sont parties de nulle part. Et là, quand on regarde, N26, c'est 7 millions de clients, dont 2 en France. Une banque purement digitale, qui n'a pas de réseau physique, n'a donc pas besoin de frontières. Et donc, une des forces de ces néobanques, c'est d'être capable d'aller partout. Alors, je passe évidemment. Alors, c'est vrai que Orange aspirait à avoir davantage de développement à l'international et jusqu'ici, ils étaient un peu freinés dans les investissements. Pas que. Quand vous êtes sur Orange Bank, vous avez un conseiller en agence. Donc, vous avez encore un réseau physique. Alors, c'est la difficulté de l'autodisruption. Vous avez votre réseau physique, c'est un actif que vous voulez valoriser. Et donc, vous dites aux gens, venez dans notre agence télécom, c'est comme une agence bancaire. C'est juste le contraire de ce que veulent les gens qui sont en ligne. Et se couper radicalement de ça permet justement d'aller plus facilement à l'international. Après... Alors, il y a des modèles aussi, il y a des banques qui décident de rendre cela payant, justement. Alors, on peut faire... L'accès à son conseiller. Oui, tout à fait. Alors, voilà, là, on rentre dans un sujet concurrentiel majeur. Après, il va y avoir une FAQ et des bots qui marchent très bien pour ne pas avoir besoin de faire ça. Après, un autre truc intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais Google vient d'arrêter Plex. Plex, c'était son projet de néobanque. Il l'a arrêté en disant « je me concentre sur Google Pay ». Ils viennent de refondre Google Pay. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans Google Pay ? Un troisième onglet qui s'appelle Insight, qui permet de voir toutes ces banques au même endroit et d'avoir la facilité d'un as du digital sur la gestion de ses comptes. Ça porte un nom, hein. Ça s'appelle la désintermédiation. Donc, voilà, je serai Orange Bank, j'ai une première question à me poser. Est-ce que je joue avec les bonnes cartes et des bons actifs sur le métier des néobanques ? Ou est-ce que je ne veux pas capitaliser sur des actifs de l'ancien monde qui sont plutôt des boulets qu'autre chose ? L'histoire fourmille de disruption ratée parce que je considère que mes boulets restent pertinents. Et j'imagine plein de gens dans le groupe qui se disent on a un réseau, c'est un super actif. Ça ne sert plus à rien, monsieur. Et ça, c'est très difficile à entendre. Bien, donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, si je suis sur la néobanque proprement dite, donc, est-ce que j'ai la place, hein, on peut très bien vivre comme ça, mais est-ce que le coup d'après, si on veut réfléchir à ça, c'est pas la désintermédiation des néobanques par les plateformes de paiement ? Google Pay, Apple Pay, pour ne pas les nommer. Alors donc quoi, on s'intègre dans une place de marché et c'est le risque. Oui. C'est le risque. Donc Orange a suffisamment de cerveau et de ressources pour réfléchir à comment rebondir. Je pense. Bon, sur un secteur bancaire qui est pas facile, hein. C'est vrai que c'est pas un pari facile. Autre sujet qu'on ne cesse de traiter, c'est le cloud souverain. Alors, on va parler déjà de la bonne nouvelle, donc c'est l'introduction en bourse d'OVH. Là, visiblement, le premier fournisseur européen de services cloud a donné une date pour son introduction en bourse. Ce sera le 15 octobre, en espérant être valorisé 3,7 milliards d'euros. Ce serait la plus grosse introduction en bourse sur Euronext de l'année. Oui. Bon, le chiffre d'affaires de VH, 630 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de GCP, 8 milliards. Le chiffre d'affaires d'AWS, 35 milliards. Le chiffre d'affaires de Microsoft, 44 milliards. Microsoft, il y a aussi Office 365. C'est ce que je veux dire, ils font plein d'autres choses. Non, mais je suis reparti en ligne. Bien sûr. Donc, Azure, je veux dire Microsoft Azure. Donc, on peut effectivement dire qu'on est le numéro 1 européen. Je pense que c'est plutôt le numéro 2. Hein. Je pense que Deutsche Telekom est devant avec son activité nuage. Quand on regarde, il y a un graphique qui est sorti il n'y a pas longtemps qu'on peut peut-être afficher. Oui. La part de marché des clouds européens en Europe ne cesse de chuter. Aujourd'hui, 69% du marché européen est occupé par les trois dont j'ai cité juste avant, qui sont des Américains.
Et ça pose un vrai problème. Est-ce que c'est une fatalité? On a pu déjà en parler ici. La dynamique de l'économie aux États-Unis, comme en Chine d'ailleurs, c'est une aide frontale, non masquée, décomplexée des gouvernants, des politiques sur leur économie. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont pu démarrer. Aujourd'hui, le 29 septembre, c'était la semaine dernière, il y avait le Trade and Technology Council entre les USA et l'Europe à Pittsburgh. Ils n'ont pas abordé le sujet de ce que deviennent les données, alors qu'on sait que le Privacy Shield est tombé. Un député européen qui a dit ça n'a pas de sens, ça ne peut pas protéger les citoyens européens. Donc, il n'y a aucune sécurité aujourd'hui à avoir ces données protégées, enfin, hébergées, pardon, protégées lapsus, à l'envers, avoir ces données hébergées sur des clouds américains. Je ne comprends pas pourquoi, en France en particulier, où on est très sensible à la RGPD, pourquoi est-ce qu'on continue à héberger ces données personnelles dans des clouds américains? Je ne comprends pas. J'avais interpellé Cédric Villani quand il était député de ces sujets-là, qui me disait c'est un scandale, ces industriels ne comprennent pas qu'ils se tirent une balle dans le pied. Et les scandales ne manquent pas, je n'ai pas là pour les raconter. Je ne comprends pas que tout seul, ils ne décident pas d'eux. Peut-être qu'il faudrait faire une loi. Mais faisons une loi. Alors justement, on enchaîne avec le deuxième sujet. Justement, le gouvernement français a décidé de mettre en place un label, d'accord, qui permettra de valider qu'il s'agit d'un cloud souverain ou non. Bon, premier cloud soumis à ce label, c'est une alliance entre Capgemini, Orange et Microsoft. Deuxième annonce là, donc, qui est tombée hier, c'est Thales qui nous dit je me rapproche de Google aussi pour obtenir ce label de cloud souverain. À un moment, les industriels sont dans l'économie. Enfin, il faut que ça marche. Donc ils vont vers les solutions les plus efficaces et donc les moins chères. Et très clairement, il n'y a pas encore très longtemps dans une boîte du CAC 40, ce que font les données personnelles aux US, c'est pas du tout leur sujet. Si c'est moins cher, ils y vont, ce qui est un pur scandale. Donc moi, je pense, à un moment, il faut réglementer. On dit qu'on démantèle Facebook. Les Américains vont démanteler Facebook. Est-ce que les Européens pourraient interdire pas de stockage, le stockage et le cryptage simultané? J'ai un principe très simple, ça vient de Montesquieu, c'est pas la séparation des pouvoirs. Soit vous stockez des données, vous n'avez pas le droit de les crypter. Soit vous les cryptez et vous n'avez pas le droit de les stocker. Et à ce moment-là, on pourrait utiliser un cloud américain avec des données inutilisables par n'importe qui voudrait les regarder. Et Dieu sait si les gens les regardent, malgré tous les naïfs de la Terre qui vont dire... Alors là, justement, il y a tout un tas de critères pour obtenir ce label français qui sont censés garantir que ces données hébergées, y compris par des acteurs étrangers, seront sous responsabilité juridique française. Et donc, énormément d'ailleurs de critères à respecter pour obtenir le label qui font d'ailleurs hurler les opérateurs français parce que ça devient tellement difficile, il faut avoir des moyens colossaux encore une fois pour obtenir ce label qui est donc plus à la portée d'acteurs américains qu'à la portée d'acteurs français. Oui, c'est un premier problème. Mais d'un autre côté, on a le SIGREF donc, qui représente les responsables informatiques des entreprises du CAC 40, donc des acteurs majeurs, qui se réjouissent de cette annonce de Thales avec Google en disant eh bien enfin on va avoir le meilleur de la technologie qui sera disponible pour les grandes entreprises françaises avec une certaine confiance puisqu'il y aura un label Secnum Cloud, donc de cloud souverain. Bon, si OVH n'est pas plus riche aujourd'hui, donc ne peut pas développer plus d'innovation, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de clients au début pour essuyer les pots cassés. Donc à un moment, est-ce qu'on a... et plus on attend, si on ne fait rien, si on n'est pas volontariste, plus on renforce les grands. C'est winner takes all. Donc c'est ça depuis la nuit des temps. Il y a un danger. Le politique le sait. Et voilà, après, on peut dire je suis fou, c'est pas vrai, il n'y a pas de danger. Moi, l'espionnage industriel, je le connais par cœur et personne ne le sait, ça ne se dit pas, mais ça se voit. Si je peux aller voir des données d'un concurrent, si je suis américain, mon copain américain peut me dire les données qui se passent ailleurs, évidemment qu'il le fait. Et c'est intraçable. Et puis il y a un danger tout simplement de tissu économique même. Voilà. On a aujourd'hui des pépites françaises qui ne sont pas soutenues. Ça, c'est évident que ces deux annonces sont quand même assez déprimantes pour l'écosystème français. Exactement. Je suis un du CAC 40 à limite, les petites pépites, je m'en moque, moi je veux vivre. Mais à un moment, il ne faut pas lui laisser le choix. Il ne faut pas lui laisser le choix. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des grands du CAC 40 continuent à laisser passer leurs données aux US. Allez, on enchaîne avec une réussite, un Français
dans le jeu vidéo mobile, Voodoo qui rachète son Oui. concurrent israélien Beach Boom. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'annonce. Alors, on est très content. Absolument. Et c'est très bien parce qu'en plus, ils ne sont pas tout à fait concurrents, ils sont un peu complémentaires. C'est-à-dire que Voodoo, c'est vraiment hyper casual gaming. J'ai 2 minutes pour attendre le métro, je joue. Et son concurrent israélien, enfin l'israélien, c'est plutôt des jeux de plateau. Bien. Évidemment, quand on ne prend plus le métro, on ne fait plus des instant gaming. Donc c'est pour ça que Voodoo a besoin de croître. Après, c'est cette petite. Ça veut dire qu'il commence à avoir aussi plus grand, plus Et large. donc voilà, donc 2 pieds, c'est toujours mieux qu'un pour garder l'équilibre. Donc moi, je trouve ça très très bien. En plus, autre bonne nouvelle. Après la Corée, les Américains ont dit qu'on pouvait faire de l'in-app purchasing sans passer par les fourches codines des grandes plateformes. Donc, voilà. Oui, Là, ça va apporter aussi un nouveau type de apporter un revenus chez Voodoo, qui quand même a son maintenant au capital Tencent, oui, le chinois. Absolument. Donc, ouais, En tout cas, très ça lui bien. permet de mener des opérations d'une envergure qui n'était pas possible jusqu'ici. Donc, On aujourd'hui, termine. feu vert, c'est plutôt pas mal. On termine avec Tesla. Oui, il vient d'annoncer 620 000 voitures vendues au 3e trimestre. Alors, c'est des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire. En 2017, allez, je vais jouer mon vieux rabat-joie, Tesla avait vendu 80 000 voitures et je me disais, mais à quel moment vont-ils dépasser Porsche? Et je m'étais fait insulter sur les réseaux sociaux. En disant, mais comment vous n'y pensez pas? Tesla ne peut pas remplacer Porsche. J'avais répondu, oui, dans le cœur des Porschistes. Et la question devient, combien restera-t-il de Porschistes? Il a fallu 2 ans pour que Tesla dépasse Porsche. L'année dernière, Porsche, c'est 200 et quelques mille voitures. L'année dernière, 500 000 voitures sont bien de là. Et donc, moi, maintenant, je pose la question, à votre avis, quels sont les prochains grands constructeurs iconiques que Tesla va dépasser? Et en quelle année? Je trace des courbes, hein. Je peux me tromper. Ouais. Mais je peux ne pas me tromper. 2024, Audi et BMW. 2025, Mercedes. Je vous rappelle que 10, le patron nouveau de l'automobile Paris allemande, d'Alain Staron. disait c'est l'instant iPhone des voitures. Est-ce que l'industrie automobile allemande va survivre? Donc, c'est pas un pari. Moi, je dis juste, effectivement, rien de ce que je raconte peut se produire. Mais personne ne peut me garantir que ça ne se produira pas. Et donc, une vraie démarche d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise, c'est dire, au cas où le pire arriverait, comment je me prépare? Très bien. Merci beaucoup Alain Staron pour Merci, débrief, Delphine. ce grand débrief de l'actu ensemble. C'est la montre qui répond. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Allez, on part en pause et puis on